Bonjour Pierre Vels. Bonjour. Pierre Vels, vous êtes ingénieur, vous êtes urbaniste, vous êtes sociologue, vous êtes économiste, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur du corps des ponts, vous êtes docteur en sociologie, mais vous avez aussi occupé de nombreux postes à responsabilité, vous n'êtes pas un pur intellectuel, vous avez été notamment directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Alors, vous avez publié ces dernières années de nombreux livres, j'en ai recensé plus de 10 sur les territoires, les grandes écoles, l'économie. Et je vais en citer quelques-uns. Mondialisation, ville et territoire, une économie d'archipel. Hein, je crois que vous êtes un des premiers à utiliser le mot archipel, qui a été bien récupéré après, en 2017. Puis la société hyper-industrielle, le nouveau capitalisme productif dont on a parlé ici même. La France des territoires, défis, promesses. Vous êtes beaucoup intéressé au territoire, au localisme, etc. On aura l'occasion d'en parler, j'imagine. Et puis le tout dernier, le petit dernier, qui est là, qui est sorti il y a quelques mois, juste avant le confinement, ou entre deux confinements, je ne sais plus, L'économie désirable, sortir du monde thermofossile, qui est paru au Seuil dans la collection La République des idées. Alors, vous annoncez la couleur dès la page 7. Nous savons désormais que sans changement profond de nos organisations économiques et de nos façons de vivre, nous courons à la catastrophe. Mais vous dites assez vite, mais alors là je transforme un petit peu votre propos, il n'y a pas de yaka, il n'y a pas de solution miracle. La croissance verte, c'est un leurre, il faut arrêter de se raconter des histoires. Alors ça c'est vous qui le dites, je reprends vos mots, arrêtons de nous raconter d'histoires. Il n'y aura pas non plus de transition en douceur, il faut parler de mutation et ce sera douloureux. Vous parlez même de bifurcation. Mais attention, dans une situation catastrophique, ce sont les plus fragiles qui payent le prix le plus fort et la situation comporte de nombreux risques de blocages sociaux et de montée des inégalités. Alors, petit coup de griffe ou gros coup de griffe, je ne sais pas, on verra, sur la pensée écologiste qui est dominée par la question comment produire, plus sobre, moins de ressources, moins polluant. Il faut peut-être plutôt se poser la question, c'est vous qui le dites, il faut peut-être plutôt se poser la question du quoi produire. La bonne question est peut-être, selon vous, quoi produire. Alors, quoi produire et quoi consommer, c'est l'un des sujets centraux du livre, l'économie désirable, et ce n'est pas simplement une question de production et de consommation d'énergie. Absolument pas. Bon, merci pour ce résumé. Bon, je crois que comme vous l'avez dit, deux choses. Bon, premièrement, c'est vrai que on est devant une équation qui est vraiment extrêmement difficile, puisqu'on a besoin je parle en effet de bifurcation, c'est pas juste des rafistolages, hein, on se rend bien compte qu'il va falloir changer profondément. Bon, sortir du thermofossile, comme je dis, du pétrole, c'est pas une petite affaire. Et en même temps, il faut le faire vite. La question du temps est essentielle, puisque si on veut avoir une petite chance de rester dans les 2 degrés, il faut aller très très vite, donc on n'a pas le temps de recomposer la société complètement, de trouver un gouvernement mondial, de faire la révolution, on n'a juste pas le temps. Il faut donc faire aussi avec la société et l'économie telle qu'elle est. Il faut le faire en sachant que le parcours ne va pas être très facile, hein. Il y a des emplois qui vont rester sur le carreau. Enfin, si on passe à la voiture électrique, c'est clair qu'il y aura moins d'emplois dans l'automobile. Bon, on peut reprendre cet exemple. Il y aura des drames. Hein ? Il y aura des drames. Oui, il y aura. Bon, il faut éviter que ces drames soient trop importants, ce qui veut dire qu'il faut penser aussi à des emplois, à des activités de substitution. Et c'est possible. C'est évidemment une des thèses de mon livre. D'où la question forte, quoi produire, et pas simplement se poser la question comment produire. C'est ça. Et donc, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on est très obsédé par la question du comment produire. Donc, c'est une bonne question, bien sûr, il faut continuer à verdir, entre guillemets, nos processus, nos produits, nos services, etc. Mais ça ne suffit pas. Je note qu'on ne se pose pas la question de, au fond, quoi produire. Moi, je prends la métaphore d'un paquebot, je dis on est un peu sur un grand paquebot, on s'intéresse à la motorisation du paquebot, à des tas de fonctionnements internes du paquebot, mais on n'interroge pas trop le cap. Et donc, je pense, où va-t-on ? Voilà. Et donc,
ça m'amène aussi au titre qui est une économie désirable. Il faut que ce cap il soit un peu motivant quand même. C'est-à-dire, on peut pas, je pense que la décarboner, tous ces termes techniques, etc., ça va pas mettre la société et la politique complètement en mouvement. Alors voilà, c'est une équation donc très difficile. Par exemple, décarboner par la décroissance, c'est pas très vendeur. Pour alors, on va oublier le mot croissance et décroissance, si vous voulez bien, Laurent, parce que je les utilise pas dans le livre parce que c'est des pièges absolus. On discute de ça, alors qu'on sait que les mesures de la croissance du PIB sont de très mauvaises mesures. Il y a d'excellentes chroniques de Xerfi qui l'expliquent. Et donc, si la croissance est un mauvais concept, la décroissance l'est aussi. Non, je pense qu'il faut inventer des nouvelles formes de développement. Et ces nouvelles formes de développement, elles doivent évidemment partir. Elles doivent être aussi désirables. Elles doivent répondre à des fonctionnalités, à des besoins positifs de la population. Je pense que c'est possible. Le chemin n'est pas facile. Mais ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de penser les questions écologiques comme des questions à part. Vous voyez, c'est comme on fait un peu aujourd'hui, c'est-à-dire au fond on a les sujets de l'économie ordinaire et puis il y a les sujets de l'écologie, qui sont d'ailleurs toujours le catalogue qu'on va retrouver un peu partout de mesures, puis on va compter combien on en a, est-ce qu'on a pris toutes les mesures, quel pourcentage de mesures on a pris de la Convention citoyenne ou pas. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Il faut essayer d'inventer une économie, une société qui soit, comme je dis, structurellement sobre, qui soit à la fois structurellement sobre, c'est-à-dire que la composition même des activités fasse en sorte qu'on aille vers la sobriété, et pas seulement énergétique, vous avez raison de souligner ça, parce qu'on ne parle que d'énergie, mais il y a aussi les matières de manière générale, les ressources, il n'y a pas l'eau, enfin il n'y a pas que l'énergie, qui est un des éléments du sujet, mais pas le seul. Et donc, il faut qu'on arrive à définir une espèce de cible globale qui permette de recréer de bons emplois et qui, en même temps, soit donc, structurellement aligné avec les grands objectifs écologiques. Alors, un des premiers points que pas vous seulement abordez... sur certains points particuliers, vous voyez, c'est ça. Alors, un des premiers points que vous abordez dans le livre, c'est celui de l'efficacité. Oui. Et vous estimez qu'il y a des marges considérables d'efficacité à explorer. Oui, alors je fais une distinction qu'il faut peut-être expliquer un peu, elle n'est pas très complexe en fait, mais elle est rarement faite, entre efficacité et sobriété. Alors l'efficacité, c'est quoi? C'est sur un produit ou un process donné, comment faire pour émettre moins de gaz à effet de serre, moins de pollution, utiliser moins d'énergie, utiliser moins de matière. Ça, c'est l'efficacité. Au fond, c'est quand même ce que font les industriels depuis fort longtemps. Dans les produits, on continue à faire des gains très importants d'efficacité. On produit aujourd'hui, pour le même montant de produits, on utilise nettement moins d'énergie. Je prends par exemple un exemple qui me passe par la tête, le transport aérien, la quantité de carburant nécessaire aux passagers kilomètres a diminué de 70%. Il y a donc ça, on sait faire, ça c'est l'efficacité. On a encore des marges. On a encore des marges de progrès importantes. On a encore de la marge, on peut consommer moins d'énergie, mais il y a un mais dans votre livre. Alors le mais, il y a un grand mais. Un grand mais avec en majuscule, qui est que ces marges qu'on a au niveau micro, qu'on a aussi au niveau des entreprises, par exemple, qu'on a du côté de l'offre, eh bien, elles sont mangées, et plus que mangées, par l'augmentation de la consommation. Alors, ça s'appelle... C'est l'effet Jevons. En termes techniques, ça s'appelle l'effet Jevons. On peut aussi dire l'effet rebond, c'est peut-être plus facile à comprendre. Je vous donne tout de suite un ou deux exemples. J'ai parlé du transport aérien. On est beaucoup plus efficace, beaucoup plus quand même. Les gens ne sont pas forcément conscients, mais on a encore des progrès à faire. Ce n'est pas le sujet le plus facile, le transport aérien. Mais vous avez vu, ce qui s'est passé aussi, c'est l'explosion, la baisse des prix et l'explosion extraordinaire du transport aérien. Donc cette explosion, elle a beaucoup plus qu'annihiler les gains qu'on avait fait au niveau de... On baisse les coûts, on baisse les prix, mais le transport aérien explose et du coup, on annule ce qu'on avait gagné en efficacité énergétique. Ça, je vais vous donner peut-être rapidement un ou deux autres exemples, parce que c'est dans tous les compartiments de l'économie qu'on a ce phénomène-là. Partout.
Un exemple que je prends souvent, c'est la canette de bière ou de coca. Elle pesait 85 grammes il n'y a encore pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années. Vous voyez, c'est assez lourd. Aujourd'hui, c'est une dizaine de grammes. Donc on a fait des progrès de métallurgie formidables et on recycle tout ça. Bon, à consommation constante, on aurait dit bravo, hein. Mais le problème, c'est que là aussi, la consommation a explosé. Et donc, on n'a pas fait du tout d'économie d'acier et d'aluminium, on en consomme de plus en plus, et en particulier chez nous, dans les pays riches, mais aussi bien sûr, dans les pays émergents. Un exemple, je voudrais prendre aussi, parce on en parle énormément, chaque fois qu'on parle d'écologie, il y a une espèce de réflexe pavlovien, d'ailleurs, maintenant, qui est de dire « Ah, écologie égale rénovation thermique des bâtiments. Hein. On isole mieux, on combat les passoires thermiques qui sont devenus comme le bâtiment dans lequel nous sommes. Voilà, c'est l'ennemi numéro un. Notre bailleur va être heureux. Tous en guerre contre les passoires thermiques. Le drame, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle là aussi, l'effet rebond. Ça consiste c'est très simple, c'est que quand vous avez mieux isolé votre bâtiment, le réflexe universel, c'est d'augmenter le thermostat. Et en augmentant votre thermostat d'1 ou 2 degrés, vous perdez très très largement ce que vous avez gagné en isolation. Et donc, on aura la même chose sur la climatisation. Alors la climatisation, c'est un problème très compliqué, mais au point que le groupement des industriels du monde immobilier allemand a envoyé un rapport au gouvernement en disant c'est peut-être plus la peine de mettre de l'argent, des milliards dans la rénovation des bâtiments, parce qu'on voit que la consommation énergétique ne baisse pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la rénovation thermique. Hein. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut garder. C'est très bien d'utiliser moins d'énergie. En revanche, ce qui est frappant, c'est qu'on ne traite pas le sujet de base, c'est quand même la décarbonation. La décarbonation, ça veut dire s'intéresser pas seulement aux enveloppes, mais avec quoi on chauffe. Donc il faut sortir du fioul. À mon avis, il ne faut aussi pas faire trop de projets sur le gaz. Il y aurait un moyen très simple en France de décarboner le secteur du bâtiment, c'est de passer à une énergie propre. On a une énergie propre en France qui s'appelle l'électricité. Alors, je ne suis pas payé par EDF ni par le nucléaire, mais avec des pompes à chaleur aujourd'hui, malheureusement japonaises. Une électricité produite à partir de systèmes de production propres. Oui, bien sûr. Pas du charbon. Oui, bien sûr, mais dans le cas français. Donc on pourrait décarboner. Vous voyez, décarboner et l'efficacité, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important d'avoir cette... On peut supprimer le nucléaire en France ? Oh, écoutez, je pense à court, moyen terme, non. Après, c'est un sujet vraiment de débat sociétal. Il y a une période de transition. C'est pas aux ingénieurs de répondre à ça, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus, mais il va bien falloir qu'on prenne position. À court terme, évidemment, ce serait très difficile. Hein. Alors, on a parlé de ce paradoxe de Jevons, c'est-à-dire qu'on baisse les coûts, on améliore l'efficacité, etc., et on augmente la consommation, donc on a strictement rien résolu, bien au contraire. Et on a avancé quand même, hein, mais... On a posé le problème, mais vous dites aussi, et ça permet le développement de votre pensée, qu'il faut aller vers une sobriété structurelle de la production et de la consommation. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, comme l'efficacité, vous voyez, elle reste fondamentale, hein, mais il y a ce contrepoids automatique qui se met en route de manière un peu diabolique chaque fois qu'on l'améliore. Et, évidemment, il faut de la sobriété. Hein, et la sobriété, elle est quand même essentiellement dans la demande. Ça veut dire qu'il faut bien qu'à un moment donné, on réduise ou on transforme les formes de consommation. Mais là, je pense que moi, j'introduis 3 niveaux, hein, trois niveaux différents de sobriété. Le premier niveau, c'est la sobriété individuelle. C'est ou familial, si vous voulez. C'est les comportements, hein, nos comportements à nous, les fameux gestes, hein, les gestes écologiques, peut-être manger un peu moins de viande, être un peu plus calme sur la consommation de vidéos, parce que ça, au passage, c'est aussi un effet rebond considérable. Hein, l'industrie du... Netflix, c'est terrible. Ah oui, mais ça, c'est de l'effet rebond aussi. Hein, on produit l'image, on la diffuse l'image, on la télécharge, et puis on regarde l'image. Et c'est d'autant plus pernicieux que, évidemment, c'est pas le consommateur final, ça ne rend pas compte, parce que la dépense énergétique locale est très faible, mais la dépense énergétique mondiale, déportée dans des serveurs un peu partout, en Alaska ou en Sibérie, est gigantesque. Donc, ces comportements individuels sont très importants.
on ne sait pas bien les mesurer. Il y a une étude norvégienne que je cite, c'est la seule vraiment que j'ai trouvée, où ils ont pris les 91 gestes écologiques, les bons gestes, hein, et puis ils ont regardé si on les appliquait avec une rigueur toute scandinave, qu'est-ce que ça donnerait en termes d'empreinte carbone de l'Europe. Ils arrivent à moins 25%, quelque chose comme ça. C'est pas rien, hein. Bon, le chiffre, il ne faut pas le prendre trop au sérieux, mais ça donne un ordre de grandeur, hein. Bon. Dont une part d'ailleurs non négligeable qui est les importations, la diminution des importations, puisque vous savez que notre empreinte carbone, elle est très largement liée à ce qu'on importe, puisqu'on a beaucoup externalisé, on est assez vertueux sur le territoire national, grâce notamment... Mais justement, petit point de détail, mais qui a sa grande importance, sur ces importations carbonées, la taxe carbone, ça peut marcher? J'espère que ça peut marcher. Ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est une bonne idée. Hein, fondamentalement, c'est une bonne idée. Ce sera difficile parce que techniquement, ce n'est pas simple. Il faut reconstituer les chaînes de valeur, justement. Et puis, les industriels craignent un peu les mesures de rétorsion. Alors, je reviens, si vous permettez, à mes niveaux. Donc, sobriété individuelle. Deuxième niveau, j'ai appelé ça la sobriété systémique. Alors, exemple typique, c'est la façon dont on organise notre vie collective, en particulier l'aménagement du territoire, la façon dont on organise nos villes, nos transports et tout ça. Vous voyez bien que ça, indépendamment des comportements, si tout le monde habite dans des lotissements en race campagne, ben, j'ai beau avoir un comportement vertueux, je suis obligé de prendre ma voiture. Et donc ça, c'est très important aussi. C'est très très important parce que les lotissements périurbains, c'est maintenant une très grosse partie de la population française. Oui. Donc on a absolument besoin de l'automobile, on ne peut pas se passer l'automobile. Oui, donc c'est souvent des vieilles voitures diesel parce que ce sont des petites classes moyennes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules électriques. Oui, absolument. Et là, on a un grand sujet qui est un peu... Alors, c'est bon, le sujet de l'organisation de l'espace, mais il y a aussi l'organisation du temps qu'on pourrait regarder. Enfin, on peut organiser mieux notre société. Les lotissements périphériques... Cette réorganisation de l'espace, ce sont des décennies de travaux. Oui, mais on peut améliorer les choses. On peut améliorer les choses. Regardez, en ce moment, on parle de plan de relance. On a, en matière de transport, on pourrait imaginer qu'autour des grandes métropoles françaises, on fasse l'équivalent du RER parisien. À Lyon, vous avez énormément de gens qui rentrent en ville en voiture parce que les TER sont totalement saturés. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas dans ce plan justement profité de cette situation un peu d'exception où l'argent coule à flot pour repenser les grands systèmes. Donc, en changeant l'offre, en l'occurrence de transport, on pourrait modifier ça. Petite parenthèse aussi sur le fait que les lotissements, pourquoi c'est comme ça, il n'y a aucune fatalité, hein. On peut imaginer un habitat plus dispersé, mais avec des ensembles plus importants où on ait les services sur place et qui soient connectés au réseau de transport en commun. La consommation d'énergie dans ces lotissements est structurellement supérieure à la consommation d'énergie dans les grandes villes. Alors on ne va pas accuser les malheureux qui sont obligés d'aller habiter là parce qu'ils ne peuvent pas habiter en centre-ville d'être des grands émetteurs de CO2. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle... Et là, il faut une réflexion systémique. Vous voyez, logement, emploi, transport, tout ça, il faudrait le penser ensemble. On a beaucoup de mal. Et le troisième niveau, alors qui est un peu le cœur du livre, qui est peut-être aussi un peu sa nouveauté, c'est ce que j'appelle la sobriété structurelle. C'est-à-dire, et là, on revient à la question que vous avez posée au début, c'est pas seulement le comment produire, le comment fonctionner en société, mais aussi le quoi. Vers quel type d'activité nouvelle, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'activités, moi je ne souhaite pas la mort de l'industrie automobile, loin de là, hein, mais on voit bien qu'il y a des activités qui vont avoir un peu de mal, et donc il faut qu'on trouve aussi, qu'on réfléchisse un peu au genre d'activités qu'on voudrait voir se développer dans notre société future, et qui soit structurellement, nous amène vers une société qui soit structurellement, par la nature même des activités, plus sobre que la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est ce que vous appelez les activités humano-centrées? Oui, c'est ce que j'appelle les activités. Les activités humano-centrées, c'est une idée que j'avais, que je ne suis pas seul à défendre. D'ailleurs, Robert Boyer, que vous avez accueilli ici même, parle d'activité anthropocentrée. Du latin au grec, c'est quand même un peu la même idée. Disons,
le constat, déjà, c'est quand on regarde comment évolue la demande aujourd'hui, la consommation, on voit qu'il y a un déplacement quand même très important. On était dans un monde d'accumulation d'objets, hein, notamment le grand cycle de croissance des 30 Glorieuses. C'était très utile, quoi, justement, la voiture, l'électroménager, tout ça. Ça, on voit bien qu'on arrive à saturation de ces marchés-là, et la demande aujourd'hui, elle porte beaucoup plus sur, au fond, l'individu lui-même. Hein. C'est-à-dire, c'est notre corps, nos émotions, notre cerveau, accessoirement, qui sont véritablement aujourd'hui les cibles de l'économie qui se développe. Alors, le premier item, et de loin, c'est la santé, bien sûr. Hein. Mais la santé prise dans un sens large, pas juste le médecin et son malade, le bien-être. Vous voyez d'ailleurs l'explosion des activités autour du bien-être sous toutes ses formes. Vous avez évidemment, en gros, tout ce qui touche directement l'individu et tout ce qui met en valeur aussi ses capacités, si on veut le prendre de manière positive. Hein. On a évoqué le divertissement, mais il y a aussi bien sûr la formation. On ne pense jamais que la formation est une activité économique majeure. Mais Pierre Vels, toutes ces activités sur lesquelles vous mettez le doigt, qui apparaissent, qui semblent être des services, sont en fait des activités qui sont en train de s'industrialiser, que ce soit la formation, que ce soit la santé, oui. Et derrière, il y a un système industriel, oui, consommateur d'énergie. Oui, oui. Mais on peut... Alors, il faut faire deux commentaires. Premièrement, on a beaucoup de mal à penser ces activités-là comme des activités créatrices de valeur, parce qu'on les pense surtout, basiquement, comme des coûts. Ça, c'est le résultat de l'histoire. Hein. On a socialisé la santé, et à juste titre, on a socialisé les impôts derrière. Voilà, donc les Français ne savent pas que leur principal poste de dépense, c'est la santé. Hein, parce qu'ils n'en payent qu'une petite partie. Les Américains le savent. Les Américains le savent. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut remettre en cause ça. Je ne plaide pas du tout pour une privatisation du secteur de santé, mais je plaide pour le fait qu'on reconnaisse que tout ce qui va dans le sens de la santé, tout ce qui va dans le sens de la formation, d'un meilleur habitat, voyez, enfin, tout ce qui est vraiment directement lié à la fois à notre vie quotidienne, à nos capacités, ce sont des activités créatrices de valeur fondamentales dans l'économie. Donc ce n'est pas simplement des coûts, c'est des activités créatrices de valeur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire que je pense, moi je ne suis pas, enfin mon précédent livre s'appelait La société hyper-industrielle, et l'idée de base c'était de dire, aujourd'hui les services et l'industrie c'est complètement imbriqué, et donc le développement des services, il va aussi de pair avec le développement de nouvelles formes d'industrialisation, hein, et réciproquement d'ailleurs, puisque l'industrie aussi a des modèles d'affaires qui sont serviciels. Donc, mon idée n'est pas de dire qu'il faut basculer complètement sur une économie tertiarisée. De toute façon, ça n'existe pas. La santé, aujourd'hui, c'est un secteur très capitalistique aussi, hein, et qui va l'être de plus en plus. Mais il n'empêche que c'est aussi un secteur qui est quand même dans l'empreinte énergétique. Il faudrait peut-être le démontrer de manière plus précise que c'est fait dans mon livre. L'empreinte énergétique et l'empreinte carbone de manière générale, et aussi l'empreinte ressources de manière générale, enfin les matériaux, etc., qu'on utilise, est quand même sensiblement plus faible que d'autres secteurs. Alors Pierre Vels, on vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, le temps nous est compté. Il y a énormément d'autres thèmes dans ce petit livre qui se lit très facilement et qui est extrêmement dense. Vous posez les problèmes du local, le problème de l'impuissance de l'État, le problème des interdépendances. Vous évoquez aussi les grandes voies sociales, les grandes voies macro-sociales de changement, la fiscalité, la finance verte et le green tech. Malheureusement, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Lisez ce livre, Pierre Vels, Économie désirable, sortir du monde thermofossile. Merci. Merci à vous, Laurent.